Nous sommes de retour sur le plateau du séminaire autour du CEP. Nous allons donc passer à la prochaine intervention de Nathalie Lavielle-Gutnick. Bonjour Nathalie. Bonjour Et avant ça, nous avons avec nous en visio Emmanuel Journeau. Emmanuel, je vais laisser te présenter et puis procéder à l'introduction du sujet qui va nous occuper là sur cette dernière heure de cette matinée. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour tout le monde. Merci de votre invitation. Pour me présenter rapidement, donc je suis Emmanuel Journeau, je travaille actuellement au Conseil régional Grand Est en tant que chef de service adjoint au service orientation. Et précédemment, dans les années précédentes de mon parcours, j'ai travaillé beaucoup à Infolor, qui était le CARIF de la région Lorraine, et j'ai même dirigé la structure qui est née de la fusion entre le CARIF et l'OREF, qui s'appelait Lorraine Parcours Métier. Voilà, ceci pour me situer un petit peu rapidement dans le paysage de la formation. Et vous m'avez demandé de faire un peu le rappel de la genèse du projet sur lequel Nathalie Lavielle-Gutnick va intervenir, et vous dire que donc c'est un sujet qui est quand même au cœur des préoccupations du Conseil régional, notamment autour de toutes les questions d'orientation et d'orientation tout au long de la vie. Puisqu'on a parfois un peu tendance de penser que l'orientation reste une affaire au niveau de la primo-orientation, au niveau des publics scolaires, mais dans le périmètre des actions de notre service, au service orientation et au niveau de la région, nous avons quand même une vision d'un spectre beaucoup plus large, et nous pensons orientation tout au long de la vie. Alors, ça peut prendre des termes différents. On peut parler d'évolution professionnelle, de sécurisation des parcours. Mais bref, on est bien conscient que tout ne se joue pas, ou en tout cas, on fait en sorte que tout ne se joue pas dès la première orientation, et que il peut y avoir des rebonds dans sa carrière, et des reconversions, des réorientations. Donc ça, c'est vraiment un premier sujet que je voulais rappeler, c'est que quand on parle d'orientation, nous, au niveau de la région, on entend bien orientation tout au long de la vie. Et dans ce cadre-là, il existe une instance qui s'appelle le CREFOP, donc le Comité régional de l'emploi et de la formation et de l'orientation professionnelle, qui comprend en son sein une commission orientation. Alors pourquoi j'évoque ça ? Parce que ce projet est né au sein de la commission orientation du CREFOP il y a quelques années, je crois que c'était en 2018, où justement nous évoquions les sujets de décrochage. Et évidemment, aujourd'hui, quand on parle décrochage, on parle principalement décrochage scolaire. Et justement, le président de cette commission, M. Filliot, disait, ça serait peut-être bien aussi de s'intéresser au décrochage des publics quand ils ont quitté le système scolaire, des actifs. Et donc avec Lionel Lemaire, qui était à mes côtés à ce moment-là, nous nous sommes dit, tiens, on pourrait peut-être monter une action autour justement de comment on va regarder cette question, alors qu'on va peut-être pas appeler décrochage, mais qu'on va appeler peut-être rupture des parcours au niveau des actifs. Et alors, ça a été validé par le président de la commission, et ça a fait partie d'une fiche action dans le contrat de plan de développement des formations et de l'orientation, le CPRDFOP, Performance Emploi. Alors, tout de suite, on est parti sur plusieurs idées un peu structurantes, en nous disant, OK, on parle de rupture des parcours, mais regardons concrètement comment ça se passe dans la vie réelle. C'est-à-dire,
on est un certain nombre d'acteurs à chercher des solutions pour éviter les ruptures de parcours ou y remédier si elles se produisent. Mais peut-être que si on veut trouver les solutions les plus adéquates, il nous faut d'abord bien identifier les problèmes. Et c'est cette phase-là qu'on a souhaité vraiment réaliser avec beaucoup de rigueur, y apporter beaucoup de soins. Et donc, comment nous avons procédé, donc avec les collègues de Transition Pro, qui s'appelait encore à l'époque le Fonds Gessif, eh bien, il y a eu d'abord un travail d'écoute à la fois des professionnels, donc des professionnels du service public de l'orientation, qui ont été rencontrés sous forme d'ateliers, sous forme d'interviews sur 2 territoires, 2 maisons de région, donc Épinal d'un côté et Saint-Dizier-Bar-le-Duc de l'autre. Et puis aussi, assez rapidement, écouter les usagers. Donc il y a des interviews qui ont été réalisées sous l'égide à l'époque de Marilyn Després. Et ces interviews, tout ce matériau qu'on a récupéré, nous a permis ensuite de se dire il faut qu'on passe une étape supplémentaire. Et donc là, on a bâti un questionnaire pour réaliser une grande enquête auprès d'usagers qui, à des moments donnés, ont pu être en contact avec le SPRO, ont pu suivre des actions de formation financées par la région, financées par Pôle emploi, par d'autres acteurs. Et on a souhaité les interroger sur un peu ce qu'ils avaient vécu comme conditions à la fois qui ont pu favoriser le maintien dans le parcours, éviter les ruptures, et puis voir d'autres risques plus limitants, plus irritants, qui ont peut-être plutôt amené justement malheureusement des ruptures. Et pour ce faire, on a utilisé un certain nombre d'usagers qui sont aujourd'hui utilisateurs de la plateforme Lorfolio. Et donc, on a envoyé des mails assez massifs aux utilisateurs de Lorfolio qui avaient précédemment accepté de recevoir des mails de la part de la région. Je crois que c'est 60 000 personnes qui ont été contactées. Tous, évidemment, n'étaient pas encore... certains avaient des mails qui n'étaient plus actifs, mais je dirais qu'en gros, c'est peut-être vraiment 40 000 personnes qui ont reçu ce message, ce qui a permis de récolter, si ma mémoire est bonne, plus de 1000 réponses à ce questionnaire. Donc, de l'aveu même de la société qui avait développé le questionnaire, Qualitest, ils étaient même assez agréablement surpris qu'on ait eu un taux de réponse aussi important. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'enquêtes en France qui aient été menées avec autant de personnes. Donc, du coup, ça nous a donné vraiment beaucoup de données. Sans jeu de mots, et une certaine récolte d'informations, donc tout à fait pertinente et utile pour se dire, maintenant, voilà, regardons précisément ce que nous disent ces interviews, ces enquêtes, ces sondages utilisateurs. Et c'est là que, Nathalie et la structure qu'elle représente est rentrée aussi dans le projet, et pour analyser justement ces données et faire part de ce qu'elle a pu en retirer comme conclusion, comme perspective, comme élément de compréhension sur ce qui se joue aujourd'hui dans les parcours des personnes, entre comment elles mobilisent leurs ressources de leur environnement personnel, comment elles mobilisent ou pas l'offre de services proposée par les professionnels, comment nous, en tant qu'acteurs, on peut comprendre tout ça pour outiller les professionnels, faire en sorte que les dispositifs qui sont mis en place vont bien dans la logique justement de sécurisation des parcours. Bref, voilà ce que je pouvais dire en introduction, et j'espère pour Nathalie que j'ai bien posé un petit peu le problème et que j'ai pas défloré son sujet, et que je suis pas en tout cas hors sujet par rapport à ce qu'elle va présenter. Et donc voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que je lui passe la parole.
Merci beaucoup Emmanuel d'avoir présenté la genèse de l'étude dont Nathalie va nous faire part à partir de tout de suite. Merci Dimitri, et puis merci Emmanuel, et surtout merci à tous de pouvoir participer à cette journée inaugurale peut-être aussi d'échanges plus structurels sur le long terme sur ces questions-là. Alors je pense que c'est un élément aussi intéressant que de donner à voir que dans cette préoccupation, c'est une préoccupation qui s'est co-construite entre le Conseil régional, Transition Pro, et puis des acteurs privés comme une société Qualitest et des acteurs publics comme un labo de recherche qui est le LISEC. Alors pour me présenter rapidement, mais pour surtout présenter l'équipe avec laquelle je travaille. Donc comme tu le disais, donc Nathalie Lavielle-Gutnick, donc je suis maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation, et je fais partie d'une équipe de recherche qui s'appelle ATIP, Activité, Travail et Identité Professionnelle, d'un laboratoire qui est sur la région Grand Est, qui est le LISEC. Dans l'équipe ATIP, on travaille plus particulièrement sur toutes les questions qui relèvent de la formation tout au long de la vie, des évolutions professionnelles et de l'évolution aussi des métiers de la formation, de l'insertion, du conseil et de l'accompagnement. Et donc c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a eu l'opportunité de collaborer avec vous sur ce projet-là. Et donc les éléments que je vais évoquer, c'est des éléments qu'on est en train de travailler puisque l'étude n'est pas encore complètement achevée. Mais donc il y a des éléments quand même qui ressortent, et donc ces éléments sont travaillés avec notamment mes collègues Isabelle Houot et Emmanuel Trivy. Pour préciser plus exactement là où on en est du projet, comme Emmanuel le disait, donc il y a eu une très grosse enquête avec 1000 questionnaires, et quand on a exploré de manière plus précise les résultats issus de ces questionnaires, il y a un élément qui est ressorti de manière assez frappante, qui était le terme écoute. Et donc le terme écoute avec une question pour nous qui était: qu'est-ce que ce terme écoute recouvre pour les usagers, le public, les bénéficiaires? Je ne sais pas quelle est la terminologie la plus appropriée, alors je vais plutôt privilégier les personnes en fait. Qu'est-ce que ce terme écoute recouvre pour les personnes? Et donc là, on a proposé donc à l'équipe de Transition Pro et de la région Grand Est mettre en place une recherche-action avec 2 axes. Un premier axe qui serait l'exploration plus détaillée avec un certain nombre de personnes ayant répondu à ces questionnaires, et 31 personnes ont accepté de répondre à des entretiens. Sur justement ce terme écoute. Donc ça, c'est l'un des volets de la recherche-action. Et puis un autre volet avec des professionnels, donc du conseil et de l'accompagnement et de la formation, plutôt en groupe restreint, pour essayer de comprendre leur représentation aussi de ces pratiques d'accompagnement, et dans une démarche où ce groupe de professionnels prenait le rôle de chercheurs non professionnels. Et ça a été un élément vraiment déterminant dans la démarche, parce qu'en prenant ce rôle de chercheurs non professionnels, ils ont pu interviewer à leur tour, sur la base de guides d'entretien co-construits avec eux, ils ont pu interviewer une trentaine de leurs collègues. Et j'insiste sur ce point parce que ça fait partie des éléments qui vont permettre de donner à voir comment des questionnements de professionnels rencontrent des questionnements des personnes qui sont dans des logiques d'accompagnement et dans des logiques de transition professionnelle, et comment ça peut ouvrir des pistes de réflexion sur ce que l'on a appelé dans le cadre de ce projet la prévention des ruptures de parcours. Donc pour ce faire, je propose en fait d'essayer d'aborder ça sous 3 questions. Une première question qui serait le public, donc les personnes, qui voient-elles dans leur parcours d'accompagnement et donc dans leur parcours de transition professionnelle. Une deuxième question qui serait que font-elles avec leurs conseillers ou leurs accompagnateurs, selon la terminologie également choisie. Et puis une dernière question, que partagent-elles avec ces mêmes conseillers et ces mêmes accompagnateurs. Pour essayer de répondre à la première question,
qui voit-il ou qui voit-elle dans le cadre de ce processus d'accompagnement de leur transition professionnelle? Il y a 2 éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est ce qu'ils ne voient pas, et le ce, c'est CE, dans le sens de ils ne voient pas les institutions. C'est-à-dire que les institutions, les structures, les organismes de formation, les organismes d'insertion, les structures d'accompagnement, en fait, sont devenus invisibles en termes de rôle ou de fonction. Alors, je tire un petit peu le trait en disant ça, mais pour autant, c'est quand même quelque chose qui est assez frappant. C'est que, comme ils évoquent leur parcours dans les entretiens et qu'ils détaillent leur cheminement, on comprend qu'en fait, le cheminement a nécessairement induit la rencontre de différentes institutions et forcément la mise en lien avec différents acteurs. Alors, d'autres emploieront le terme opérateur dans ce parcours-là. Pour autant, ils n'arrivent même plus à les nommer. Et quand la question leur est posée, mais c'était dans quel cadre? Ah, ben, c'était dans la structure, oui, qui m'avait été conseillée par monsieur ou madame X ou par monsieur ou madame Y. Alors, on peut avoir une première hypothèse de réponse par rapport à cette difficulté à identifier les institutions elles-mêmes. D'une part, une hypothèse à court terme qui est peut-être liée aussi à la reconfiguration des acteurs de l'insertion et de l'accompagnement et du conseil. Une deuxième hypothèse, plus peut-être à moyen terme, qui n'est pas sans lien avec tous les travaux sociologiques liés à la question de la désinstitutionnalisation ou du déclin des institutions. Alors peut-être que la réponse à cette absence de visibilité des institutions se situe au milieu ou ailleurs. En tout cas, c'est des hypothèses qui ne sont sûrement pas à exclure. Maintenant, si on essaie de regarder ce qu'ils voient, la réponse, elle est en ce, mais C-E-U-X. Et là, c'est un élément vraiment central dans cette analyse des données, parce que ce qu'ils voient, ce sont les professionnels. Et les professionnels de l'accompagnement qu'ils ne nomment pas non plus par leur statut ou leur fonction. Donc ils ne les nomment pas en tant que CEP ou en tant que conseiller ou en tant que formateur, ils les nomment par leur prénom ou par leur nom et dans une relation qui est une relation de personnalisation, ce qui est un élément qui recouvre en grande partie ce qui a déjà été évoqué par Françoise tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir trop longuement là-dessus. Et surtout, il les nomme par rapport à leur expertise professionnelle et à ce qu'ils reconnaissent de capacité, de légitimité à les accompagner. Et dans ces formes d'expertise et de légitimité à les accompagner, on retrouve 2 éléments vraiment très, très importants. Un premier élément qui est la capacité à conseiller, à échanger et à analyser les besoins et les possibilités et les scénarios qui seraient envisageables pour le parcours. Et puis un deuxième axe qui est ce qu'on a nommé sous le terme de réassurance au sens large, qui peut prendre la forme de réassurance en termes de confirmation de choix, en termes de légitimité, de structure vers laquelle aller à l'issue ou de projets professionnels, voire de réassurance plutôt psychologique au sens large. Pour autant, ce qui pose question quand même dans le fait qu'ils reconnaissent et qu'ils voient d'abord ces professionnels, sont 2 éléments qui sont pour nous des éléments de questionnement, et je pense qu'ils sont des questionnements amplement partagés par les professionnels, et même si là je vais plutôt mettre la focale sur les personnes et donc sur le public, c'est des éléments qui se recoupent avec le travail qui a été fait avec le groupe restreint des professionnels, qui sont 2 choses. La première, c'est la surcharge d'activité de l'ensemble des conseillers ou des accompagnateurs. Surcharge d'activité qui est très identifiée en fait par le public qui est accompagné. Et surcharge d'activité qui se traduit sur des aspects gestionnaires, mais également surcharge d'activité qui est liée à un souhait de répondre toujours à la demande et d'essayer de toujours trouver des réponses aux questions, et ce, y compris sur des temps qui ne sont pas prévus dans les temps d'accompagnement formels et institutionnels. Et là, je pense que la question de la temporalité qu'évoquait Françoise tout à l'heure est un élément à ne pas négliger, parce que si je fais une toute petite digression,
Ce qui a été impossible d'identifier, pourtant ça faisait partie de l'un des axes de travail avec le groupe des professionnels et les entretiens qu'ils ont conduits avec leurs pairs, c'est d'arriver à estimer le temps de travail réel, ça pas seulement le temps prescrit auprès du public, mais le temps de travail qui est mis en place, parce que souvent les professionnels conduisent plusieurs tâches en même temps, plusieurs activités en même temps. Pour répondre à la première question, qui était le public, les personnes, qui voient-ils en fait, ou que voient-ils dans le cadre de leur accompagnement et de leur transition professionnelle, en une phrase, la réponse c'est les professionnels qui les accompagnent, qui sont d'abord des personnes, et pour reprendre l'expression qui a été utilisée dans le cadre de la première table ronde, en fait ce sont des tiers de confiance, et des tiers de confiance non pas seulement dans une relation interindividuelle, mais bien dans une relation professionnelle qui se construit sur la base d'une expertise reconnue. Maintenant, si on glisse vers la question de plus précisément que font-ils dans le cadre de cet accompagnement, il y a deux éléments qui sont des éléments de tension relativement importants et qui ont été aussi évoqués par Françoise et sur lequel donc, je souhaiterais aller un peu plus dans le détail. Il y a un premier élément de tension qui est la gestion permanente de tension entre des opportunités, des vécus subjectifs par rapport à leur situation et des vécus objectifs et des situations objectives telles que l'accroissement des besoins de financement, la recherche de solutions de financement des parcours, le besoin de résolution de problèmes à court terme et des opportunités parfois d'emploi ou de dispositifs qui s'ouvrent, qui font que même si un projet est en train de se construire, est en train de se développer, finalement il va être interrompu pour se saisir de cette opportunité. Et c'est en ça que c'est extrêmement complexe que de considérer, alors à la fois pour les personnes, le public, comme pour les professionnels, de dire à quel moment en fait un parcours peut être considéré avec entre guillemets une sortie positive ou un aboutissement positif, puisque il peut être le résultat en fait d'une saisie d'opportunité, ou il peut être aussi le résultat d'un moment où se cristallise un cheminement qui a été long, itératif et qui s'est co-construit vraiment sur le long terme avant même le démarrage de l'accompagnement et qui pourtant prend forme à un moment donné. Et c'est en ça que la question de qu'est-ce qui est le résultat de l'accompagnement est très difficilement mesurable, compte tenu du fait qu'on n'est pas sur des logiques purement matérielle et quantifiable. Et donc cette gestion de la tension permanente, elle vient se doubler d'une autre forme de tension qui est liée à la question de l'autonomie. Ce qui a été frappant par rapport à la question de l'autonomie dans l'analyse notamment des entretiens, c'est deux éléments. Le premier élément, c'est que contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias, non pas avec les professionnels ou dans les travaux scientifiques, mais beaucoup dans les médias, c'est que, et là c'est vraiment en rupture complète avec ce discours très communément finalement admis, c'est que les personnes ont des discours très volontaristes et revendiquent leur capacité à opérer des choix, à se débrouiller seuls, et c'est une expression qui revient très fréquemment, et s'accompagne même très régulièrement d'un sentiment de dette. De sentiment de dette à l'égard de la société, d'un sentiment de dette également à l'égard des conseillers, d'un sentiment de dette à l'égard des familles, d'un sentiment de dette parfois à l'égard de leur employeur. Donc cette dimension de l'autonomie prend une forme de pression individuelle relativement importante, dont on voit, et ça c'est le deuxième élément, qu'elle traduit une forme d'internalisation d'au moins trois phénomènes sociaux. C'est-à-dire que le premier phénomène social qui semble être complètement intégré par les personnes et même naturalisé en fait pour chacune d'elles, c'est d'une certaine manière une norme d'autonomisation ou d'individualisation. C'est-à-dire, il faut que j'arrive à le faire tout seul, et d'ailleurs si j'arrive à me débrouiller, ça sera la
la preuve que je suis bien dans les attendus sociaux dominants aujourd'hui, dans les attendus professionnels dominants aujourd'hui. Donc il y a cette dimension d'internalisation relativement forte qui va même jusqu'à au-delà de l'individualisation, qui va jusqu'à l'individuation. Je suis même en capacité de montrer à quel point je suis un sujet libre, autonome et disposant, ou en tout cas faisant les efforts pour disposer des ressources qui me permettront de faire des choix éclairés. Et donc il y a ce travail en fait de mise en scène de cette autonomisation qui est très présent et qui peut même être empêchant en fait dans le travail de la relation avec les conseillers ou les accompagnateurs, parce que ça ne permet pas forcément d'arriver à créer, ou ça donne un supplément de travail pour arriver à créer une relation de confiance qui permette de dépasser le fait de vous allez vous débrouiller tout seul, ben non, peut-être qu'on peut co-construire. Et donc ça, on voit bien que la norme d'autonomie ou l'injonction à l'autonomie peut devenir une entrave à la co-construction de la logique d'accompagnement et de la logique de transition professionnelle. Le deuxième phénomène social qui semble être très internalisé et quasiment naturalisé pour les personnes en transition professionnelle, c'est la disqualification des demandeurs d'emploi. Et donc, qu'ils soient justement en situation, et là je reprendrai l'une des expressions qui a été employée ce matin, qu'ils soient chercheurs d'emploi ou qu'ils soient en activité professionnelle, l'idée de retrouver ce statut ou d'être dans ce statut-là est dépréciée parce que socialement, ils considèrent que c'est déprécié et donc ça produit une dépréciation en miroir. Et puis, troisième forme de phénomène social qui est complètement internalisé, c'est la logique du rendre compte. Il faut que je rende compte de là où j'en suis de mes démarches, il faut que je rende compte du progrès de mes réflexions, du progrès de mes recherches, même si ce n'est pas le cas, mais en tout cas, je vais donner à voir où j'en suis parce que c'est ce qui est attendu de moi. Et donc là, on voit qu'à travers cette tension liée à l'autonomie, ce qui apparaît finalement, c'est que l'autonomie, c'est moins une affaire d'individus, c'est moins une affaire de sujets sociaux qu'un processus qui s'est institutionnalisé progressivement et qui devient un élément quasiment de difficulté dans les dispositifs d'accompagnement, dans les dispositifs de conseil, voire donc plus précisément pour les conseillers en évolution professionnelle. Ce qui nous amène à la troisième question, mais finalement, qu'est-ce qu'ils partagent ? Qu'est-ce que les personnes partagent ? Qu'est-ce que le public partage avec les conseillers ou les accompagnateurs ? Et là, on observe en fait le partage de trois éléments, deux de tension et un de construction. Le premier élément de tension qui est partagé, c'est une tension qui n'est pas inhérente au développement de l'activité de conseiller en évolution professionnelle, qui est très présente dans le champ du conseil, très présente dans le champ de la formation au sens large, qui est la tension entre ce qui était évoqué précédemment, des logiques adéquationnistes avec des logiques plus développementales. Donc là, on retrouve ces mêmes éléments de tension, alors présentes autant du côté du public que du côté des professionnels. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, ça a déjà été évoqué. Un autre élément de tension qui est très présent aussi et qui est connu depuis longtemps, c'est la tension entre la logique de qualification et la logique de compétence. Entre finalement, est-ce que je vais choisir dans ma mobilité professionnelle, dans mon évolution professionnelle, plutôt telle activité parce qu'elle correspond à mes envies ou à mes projets, ou plutôt telle autre parce que finalement elle me permet d'accéder à une forme de qualification qui constituera un élément de sécurité professionnelle, alors que si j'envisage la mobilité, l'autre mobilité ou la mobilité initiale, elle n'est pas une garantie de sécurisation de mon parcours. Donc on retrouve cette même tension entre qualification et compétences. Et donc, il fait écho, évidemment, aux tensions que doivent gérer aussi les conseillers ou les accompagnateurs.
Et toujours dans la liste des tensions identifiées de longue date, la logique de métier contre la logique d'employabilité. Comment est-ce qu'on décide et comment on arbitre ce choix-là entre les envies et les possibles, et les envies et la représentation des possibles, parce que parfois aussi, avec l'injonction d'autonomie, ce qui pourrait être envisagé ne l'est plus et rejeté, ce qui évidemment fait écho à la question des parcours prescrits avec les parcours subis. Cette dimension de gestion des tensions qui sont connues déjà depuis longtemps dans le champ de la formation et de l'emploi, se double d'une autre gestion de tensions, là plutôt sur les effets de la désintermédiation. Concrètement, la désintermédiation est donc la capacité à être en contact avec plusieurs institutions, avec plusieurs professionnels, produit l'effet de la gestion de sa propre incertitude, au point même que cette incertitude étant lourde, elle amène même parfois à renoncer à la demande ou à l'usage des possibilités d'accès aux droits. Ce qui n'est pas sans gérer un certain nombre de tensions identitaires, à la fois du côté du public et des personnes, comme du côté des professionnels, parce que faute d'interlocuteurs identifiables, on se replie finalement sur l'interlocuteur identifié comme la ressource, qui est le conseiller, celui que l'on nomme par son prénom ou par son nom, qui devient la ressource centrale et majeure et sur laquelle repose énormément de responsabilités et sur laquelle finalement on fait reposer énormément de responsabilités et de sollicitations. Pour autant, au-delà de la gestion de ces tensions, ce qui apparaît comme un élément de co-construction qui est porteur dans la capacité à opérer ces transitions professionnelles, c'est la capacité à conscientiser ces tensions et à les mettre en dialogue avec les conseillers, pour qu'elles soient beaucoup moins internalisées et beaucoup moins entravantes dans le processus d'évolution. Et le fait de les nommer, de les identifier, elles font partie de l'espace social, elles font partie de l'espace professionnel, ce qui fait que si on devait conclure sur la question de qu'est-ce que le public, qu'est-ce que les personnes partagent avec leurs conseillers, aujourd'hui, on dirait à l'aune de l'état d'avancement du projet, c'est qu'elle partage la construction d'un processus de transition non pas professionnelle, mais de transition socio-professionnelle, qui est peut-être la condition à la réalisation justement d'une transition professionnelle. Et ça, c'est sûrement une dimension sur laquelle, avec mes collègues, on voulait insister ce matin, c'est que la mise en visibilité de tous ces éléments à la fois socio-économiques, socio-politiques, et le fait d'avoir la possibilité d'en échanger avec les professionnels font que ça permet d'aborder la transition de façon plus globale et d'inscrire la transition professionnelle dans un espace de possible et de l'inscrire dans un parcours. Alors, on essaie d'éviter l'expression parcours de vie parce que ça pourrait renvoyer encore une fois à une logique plutôt très individualiste, mais plutôt un parcours plus global et donc une transition plutôt socio-professionnelle. Ce qui pose la question de finalement, puisqu'ils partagent ces éléments-là avec les conseillers et qui s'inscrivent dans ces logiques de transition professionnelle, qu'est-ce qu'on peut en conclure et surtout, qu'est-ce que ça peut permettre d'ouvrir comme élément de perspective. Ce
qu'on a évoqué, c'est que dans cette logique de transition socio-professionnelle, les personnes, le public et les professionnels, les conseillers, les accompagnateurs sont amenés à traiter vraiment différents aspects dans les parcours qui ne se résument pas à des dimensions seulement d'emploi, de métier ou de formation, et traitent d'autres dimensions qui peuvent être sociales ou personnelles. Mais dans cette charge d'activité, ça conduit à être, tant pour le public que pour les professionnels, à être dans une logique qu'on vous propose en fait de nommer une logique de solutionnisme, c'est-à-dire une logique où on cherche en permanence et de plus en plus en urgence des solutions. Des solutions, alors qui peuvent être à court terme, qui peuvent être à moyen terme, mais on cherche en permanence des solutions. Et alors cette logique solutionniste, elle représente des avantages. Elle représente le premier avantage qui est d'apporter des réponses, donc des réponses à la fois aux personnes, que les personnes trouvent des éléments de réponse et co-construisent aussi des éléments de réponse. Et elle représente un deuxième avantage qui est le fait que dans cette recherche de solutions et de plus en plus rapide, ça a permis, ça a conduit aussi les professionnels de la formation et les professionnels du conseil à travailler de manière beaucoup plus collective et à échanger entre eux pour trouver des solutions. Et donc là, ça représente effectivement des éléments de perspective intéressantes parce que ça veut dire que d'une part, on est en capacité de co-construire avec le public, mais ça, c'était pas nouveau, ça vient le confirmer. Mais d'autre part, on a développé des collectifs professionnels et on structure des collectifs professionnels pour trouver des solutions. Là où le solutionnisme trouve sa limite, c'est que ça ne permet pas le développement de formes de socialisation professionnelle durables et surtout ça ne permet pas la reconnaissance des métiers et de l'expertise des métiers du conseil et de l'accompagnement par les professionnels eux-mêmes en tant que groupe professionnel, voire par leurs interlocuteurs qui peuvent être des employeurs, qui peuvent être aussi d'autres structures ou d'autres organismes. Et donc ça pose la question de aujourd'hui et surtout demain, comment aller au-delà de la logique solutionniste pour pouvoir permettre la reconnaissance du développement de ces métiers, pouvoir permettre aussi la structuration de ces métiers et leur valorisation et surtout permettre aux professionnels eux-mêmes de penser l'évolution de leur métier et de penser l'évolution de leurs activités. Et ça fait partie vraiment des éléments qui sont ressortis alors là dans le travail qui a été fait avec le groupe des professionnels et l'analyse des entretiens faits avec les professionnels, c'est-à-dire que l'élément qui peut manquer le plus aujourd'hui pour les conseillers et les accompagnateurs et plus largement pour l'ensemble des professionnels de la formation de l'insertion, ce sont les espaces et les temps pendant lesquels ils vont pouvoir se penser dans leur activité et penser l'évolution de leurs activités et leur groupe professionnel. C'est-à-dire pas seulement être dans la recherche de solutions et de partage d'expériences ou d'expertise, mais pouvoir structurer un groupe professionnel de manière durable. Et juste pour conclure, je me permettrai là de reprendre ou de poursuivre en fait ce que proposait M. Triponel tout à l'heure en disant il faut qu'on se parle, en disant peut-être qu'il faut qu'on se parle et qu'il faut que l'on s'écoute et que l'on écoute non seulement le public et donc les personnes dans ce qu'elles disent de la manière dont elles réalisent leur transition professionnelle et surtout leur parcours professionnel et que l'on écoute ce que disent les professionnels et surtout que l'on crée des espaces dans lesquels ils pourront parler et penser leur activité professionnelle. Merci beaucoup Nathalie. Alors, comme pour la précédente intervention, vous pouvez vous poser vos questions, réagir dans le chat. J'ai un œil sur le chat et je ferai le porte-parole de l'auditoire auprès de Nathalie. Sinon, je vois à nouveau que Nicolas Caruso, notre facilitateur graphique, a
étendu la cartographie des différents échanges de ce matin, avec un beau croquis de l'intervention de Nathalie Lavielle-Gutnick, une intervention qui, rien qu'à ce visuel, on le voit, est très très dense. Est-ce que vous avez réussi à suivre tout ça, Nicolas ? C'était rapide et dense, non ? Oui, Dimitri, effectivement, c'était rapide et dense. Mais aussi très intéressant puisque on a eu pas mal de mise en scène. Vous avez vu que j'ai pu noter que le mot principal qui est tout de suite ressorti de cette enquête, c'est écoute. Écoute, ok, mais encore. Donc voilà, il y a eu des chercheurs qui se sont interviewés, hein, si j'ai bien suivi, avec cette notion de visibilité. On a commencé par cette idée de personnalisation par le prénom. Voilà, ça va Jacques. Moi j'ai mis dans ma petite scénette, ça va Jacques. Donc lui il se trouve que par son prénom c'est classe, mais en fait l'idée c'est pas que ce soit classe, mais c'est que en tout cas c'est personnalisé. Le professionnel lui ne compte pas son temps, il est vraiment tout le temps à fond puisque sa mission c'est quand même de réussir ce parcours. Et en parlant de ce parcours d'ailleurs, il se dit mais à quel moment je considère que ce parcours est ok? C'est bien suivi. Donc l'arrivée, est-ce qu'on est à l'arrivée? L'autonomie aussi était un sujet qui a été abordé avec cette notion de liberté. Hein. On voit notre petit personnage qui se considère libre, mais on doit quand même co-construire à côté, hein, lui dit le pro. Et puis il y a aussi cette notion de partage. C'est quelque chose qui crée des tensions, hein, si j'ai bien suivi, et donc il faut le gérer. Et donc là, j'ai fait, vous voyez, cette petite scénette avec une sorte de cabinet où on dit, alors nommez vos tensions, monsieur, transition par exemple. Voilà, donc l'intérêt étant bien sûr de co-construire. Et puis les pros, quand est-ce qu'ils se pensent? Voilà, pour ce que j'ai noté en tout cas pour l'instant de Nathalie. Bravo, merci Nicolas, c'est très clair. Alors, j'ai une question dans le chat, alors là, qui est de manière plus générale pour nous télécharger tous ces dessins. Alors, on mettra à disposition effectivement les différents supports ou productions par la suite et on aura l'occasion de le diffuser. Alors, je voulais revenir sur ton intervention, Nathalie. Finalement, il y a à la fois une forme d'autonomie, de liberté même réclamée par les personnes dans leur parcours et aussi du coup ça a des effets sur l'accompagnement. Mais on sent aussi que du coup le professionnel lui-même est en quête en quelque sorte de cette même liberté et autonomie dans son travail. Si je comprends bien, on trouve un peu les mêmes mouvements des deux côtés. Ouais, en fait, on retrouve une forme d'effet miroir. Entre il faut que j'accompagne l'autonomie du public et en même temps ça suppose de ma part en tant que professionnel d'être très autonome et là sur les activités on n'a pas encore terminé de lister l'ensemble des activités qui sont conduites par les professionnels, entre les activités d'accompagnement, de conseil, d'élucidation des problématiques, de recherche d'informations et puis toute la veille documentaire, juridique, législative, financière qui est mise en place. C'est une charge d'activité qui est énorme et c'est ça qu'on voulait essayer de toucher du doigt, mais en fait, même les professionnels eux-mêmes n'arrivent pas à quantifier tant ils conduisent les activités en même temps et en parallèle. Et ça, enfin, en termes de durabilité de l'activité, de structuration du métier, ça peut poser question. Parce que pendant combien de temps, en fait, on peut arriver à être dans cette charge, dans cette surcharge d'activité. Ça pose question, surtout si on n'est qu'avec quelques-uns pour arriver à le résoudre. Alors, on a aussi des commentaires qui viennent appuyer des messages que tu as diffusés et portés ce matin, qui dit voilà 100% d'accord pour la création d'espace pour l'écoute des professionnels. Le partage ne doit pas se limiter à notre bureau. On est bien dans cette idée de partage croisé, ouvert aussi sur les partenaires. Excuse-moi, juste oui, pour réagir là-dessus. Je voudrais juste apporter 2 points. C'est que d'une part, effectivement, ça ne se restreint pas au bureau et dans les entretiens. Hein, ce qui apparaît, c'est que ça se partage dans les couloirs. Donc ça veut dire que c'est aussi sur les temps informels et ça se fait. Alors quand
depuis qu'il y a le retour de la possibilité de la machine à café de partager. Mais donc ça veut dire aussi que ça se fait sur les temps de pause des professionnels. Donc c'est ça que ça traduit aussi, c'est pas seulement sur des temps formels qui sont prévus pour les professionnels, c'est que ça se fait aussi sur des temps informels, alors qui peuvent avoir leurs avantages, tant que ce n'est pas systématisé. Et puis l'autre dimension sur l'écoute, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est qu'il ne s'agit pas de créer des cellules d'écoute psychologique pour les professionnels, pour qu'ils fassent part de leurs difficultés. Ils les ont très bien identifiées, ils connaissent tous leurs atouts et leurs ressources. Là, c'était plus dans l'idée on peut penser notre activité, la structurer et la mettre en dialogue avec ceux qui sont en capacité d'organiser et de faire évoluer les dispositifs. Donc voilà, c'était juste pour apporter cet élément-là. Les professionnels, je ne crois pas à l'aune des éléments que l'on a aient besoin de ces éléments-là. Ils ont déjà une lecture assez précise de leur activité. On a un commentaire qui précise justement un peu les choses en disant des espaces pour les professionnels qui leur permettent de mobiliser des démarches issues de la recherche pour penser leurs questions de terrain, problématiser, recueillir des données de terrain, les analyser. La professionnalisation du métier par les conseillers, par la recherche-action, instaure un dialogue entre le terrain et la gouvernance. Donc on est plus dans cette vision-là des choses. Excuse-moi, c'est pour ça aussi dans cette phase de recherche, on a vraiment souhaité que ce soit, et donc on l'a négocié avec les professionnels qui ont accepté d'y participer, que ce soit eux qui prennent le rôle de chercheurs professionnels, parce qu'on savait que ce qui leur serait dit ne nous serait pas dit à nous, parce qu'on n'avait pas la même légitimité professionnelle. Et ils ont l'habitude de conduire des entretiens, ils savent conduire des entretiens. Donc c'est en ça aussi que cette double posture permettait de ne pas avoir un regard de surplomb, mais un regard de discussion et de mise en réflexion, y compris dans l'analyse des données. Il y a beaucoup de réactions encore sur le chat. Il faut sortir de l'image institutionnelle, sortir entre guillemets, pour créer une relation de confiance avec les demandeurs d'emploi. Je valide. Donc là, c'est des messages de soutien à ta présentation. Et puis, il y a aussi beaucoup de réactions et de questions sur, finalement, est-ce que ce n'est pas au bénéficiaire ou à la personne elle-même de juger de l'arrivée de son parcours. D'ailleurs, on l'évoquait juste avant ton intervention, cette notion que peut-être le changement n'est pas forcément une fin en soi, parce que ce changement-là que peut connaître une personne va lui-même être qualifié, entre guillemets, par les personnes elles-mêmes, et elles vont se dire peut-être que finalement ça ne constitue qu'une étape, et il y a encore autre chose après, ou peut-être que là, dans les médias, j'ai atteint vraiment, en tout cas pour le moment, un vrai objectif, et puis on verra peut-être plus tard s'il y a d'autres choses à envisager. Voilà. Alors il y a aussi effectivement beaucoup de réactions sur ces notions de créer des teams CEP, en gros toujours dans cette idée de pouvoir créer des lieux d'échange, de partage et de prise de recul du professionnel sur ces activités. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre là ? Oui, voilà. Ce qu'on disait sur la question de l'arrivée du parcours, que c'est bien la personne elle-même après qui va se définir si elle arrive ou non, en quelque sorte, à l'aboutissement de quelque chose. Voilà pour les principales réactions. Alors comme pour Françoise, un mot de la fin à ajouter. Oui, je voudrais juste peut-être sur un mot de la fin, puisqu'on évoquait la question de l'écoute, qui était un élément récurrent. Il me semble qu'en termes d'écoute, on n'a à pas restreindre l'écoute au niveau de ce qui se passe dans la relation avec le public ou de ce qui se passe entre professionnels, mais de s'inscrire peut-être dans des formes d'ingénierie de parcours qui sont co-construites entre entre guillemets les décisionnaires des institutions dans lesquelles travaillent ces professionnels de l'accompagnement et du conseil pour pouvoir avoir un dialogue et une négociation sur l'évolution de ces dispositifs et avoir la possibilité d'avoir une meilleure visibilité et une meilleure offre pour anticiper la rupture des parcours.
Merci beaucoup Nathalie Merci à pour tout ça, avec plaisir. Voilà, Nicolas, on va se retrouver encore aussi cet après-midi pour la suite des événements. Donc j'espère que vous avez encore de la place. Oui, j'en ai, et puis je m'en créerai de toute manière. Ok, parfait. Donc on va se quitter pour la pause. On va tous se retrouver donc à 14h avec André Chauvet. Donc le programme de cet après-midi, c'est qu'on aura donc l'intervention d'André à 14h. On prévoit également un temps de pause après l'intervention d'André. Et ensuite, on se retrouvera en grand groupe avec nos 3 intervenants pour continuer les échanges. On a prévu une petite activité où on va aller vous poser des questions auxquelles vous allez pouvoir réagir sous forme de sondage et qu'on pourra du coup repartager en grand groupe pour finir la journée. Bon appétit à toutes et à tous et on se retrouve donc à 14h.